Salut, c'est les mères indignes et indignées. Aujourd'hui, c'est un nouveau portrait sans tabou, un tête-à-tête avec Mookie. Elle est venue spécialement du Perche pour nous raconter ce que c'est que la vie de maman atteinte de dépression. On va parler ici de combat, de désert médical, de santé mentale et bien sûr d'amour. Bienvenue dans mon salon, une table basse avec du café, un cendrier, un chat qui ronronne et surtout, Mookie. Moi, je m'appelle Mookie, j'ai 35 ans, j'ai un petit garçon de 5 ans et je vis dans le Perche. Donc moi j'avais envie de t'interviewer Mookie parce que je connais un peu ton histoire et je sais que tu souffres ou tu as souffert, je ne sais pas ce qu'on peut dire aujourd'hui, de dépression qui t'ont amené jusqu'à la tentative de suicide. Je trouve ça très important de pouvoir en parler, des problèmes psychiques. Oui. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Oui, des problèmes psychiques. Ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est encore un tabou, ça l'est beaucoup moins. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux on en parle beaucoup plus. Ça avance un petit peu, ouais. Et je pense que ça touche énormément de monde, énormément. Et donc, forcément des mamans aussi. Et donc, ça m'intéressait de savoir, déjà, toi, ton histoire un peu personnelle par rapport à ça, pour pouvoir parler librement, et d'ailleurs, je te remercie de pouvoir le faire, des problèmes psychiques. Et aussi, comment toi, tu le vis en tant que maman, comment tu arrives à allier tout ça, voilà, et pouvoir peut-être donner des conseils aux personnes qui nous écoutent. Ok. Alors, peut-être on peut commencer par le commencement. Comment tu as découvert que tu étais dépressive ? En fait, j'ai fait une première thérapie quand j'avais une vingtaine d'années. En fait, c'est le jour où la psy m'a posé la question parce que je mettais un peu tout sur mon beau-père en disant c'est la faute de mon beau-père, c'est lui le monstre, c'est lui qui n'a pas bien fait les choses, qui m'a fait du mal, tout ça. Et un jour, elle m'a posé cette question un peu fatidique de à votre avis, pourquoi votre mère n'a pas réagi ? Et je m'en souviendrai, mais comme si c'était hier, quoi. Enfin, je veux dire, c'était l'élément déclencheur où d'un coup, j'ai pris conscience aussi de la responsabilité potentiellement de ma mère dans cette histoire. Et voilà, c'était le début un peu de tout ce qu'on a creusé par la suite. Et voilà, donc ça, c'était mes 2 premières années de thérapie à Paris, avec ce premier épisode dépressif dont je me suis sortie. Avec dans un premier temps aucune médication parce que j'avais vraiment envie, elle m'avait proposé dès le départ de prendre un traitement et j'ai au départ dit non parce que j'avais vraiment envie de me souvenir de ça comme d'un moment important de ma vie, même si c'était hyper douloureux, et c'en était même plus douloureux parce qu'en fait j'étais vide, quoi. Donc je vais même pas dire qu'il y avait de la douleur parce qu'il y avait même plus d'émotion, c'était vraiment du vide intersidéral. Et à partir de ce moment-là, au début j'ai dit non pendant 3 semaines. Donc j'ai bien touché le fond, et puis quand j'ai commencé à reprendre un peu d'énergie, là je me suis dit j'ai besoin d'être soutenue, donc j'ai commencé à prendre un traitement. Donc un traitement antidépresseur et anxiolytique qui m'a permis petit à petit, bien sûr ça se fait pas du jour au lendemain, de reprendre pied, de reprendre mon boulot, de retrouver une vie sociale et à peu près normale. Mais ce que je garde de cet épisode dépressif, c'est quand même, je vivais à Paris, donc je suis née et j'ai toujours vécu à Paris. Ce truc de la ville d'un coup me bousculait, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à ressortir de chez moi, le moindre moteur de scooter, le moindre klaxon de voiture, enfin tout m'agressait, en fait. Tout était violent, tout était les gens qui se parlaient fort dans la rue, enfin voilà, tout était compliqué pour moi, en fait. Et métro, boulot, les sorties, voilà, les grosses soirées avec beaucoup de monde, voilà. Tout ça, ça me paraissait d'un coup beaucoup trop, comme si j'étais un peu sortie de mon corps et que j'observais ça, je me voyais avancer un peu comme un petit pion, quoi, et je me disais, en fait, je veux plus de cette vie-là, quoi. Donc à la suite de ça, quelques années après, j'ai pris la décision de partir vivre en province. En fait, j'ai besoin vraiment de calme. Et du coup, en m'installant à la campagne, donc au début c'est tout beau tout rose, tout se passe bien, il fait beau, c'est super, c'est le grand air, il y a les chevaux, j'ai des amis, enfin voilà, tout se passe super bien. Je rencontre le père de mon fils,
Je reprends le boulot, enfin voilà, on essaye d'avoir un enfant. Au bout d'1 an, je tombe enceinte. Enfin voilà, tout se passe un peu comme je l'avais imaginé. Et enfin, tout roule quoi. Et pour autant, il y a encore des choses qui vont pas. Je sens bien que dans mes réactions, que ce soit amicales, que ce soit amoureuses, familiales encore, il y a encore des trucs qui sont assez épidermiques, quoi, avec des colères énormes, des réactions que aujourd'hui je trouve disproportionnées et qui me mettaient quand même un peu la puce à l'oreille de me dire potentiellement ton chemin thérapeutique n'est peut-être pas si terminé que ça. À ce moment-là, quand t'arrives à la campagne et que tu es donc en couple, etc., tu continues de voir ton thérapeute ? Non. Du coup, quand j'ai quitté Paris, j'ai mis fin à ma thérapie. Donc, on a, avec ma psy, bouclé un peu mon parcours thérapeutique, tout en se disant, bon, bah, peut-être qu'en arrivant à la campagne, je reprendrai quelque chose. Et puis finalement, déjà, j'ai pas repris parce qu'il y avait le quotidien et que j'avais l'impression que j'en avais pas besoin. La deuxième chose, j'ai voulu reprendre un parcours de soins. En province, du coup, c'est plus du tout la même chose. Autant à Paris, j'avais juste à ouvrir les pages jaunes, les pages jaunes, trouver la psy la plus proche de mon boulot, et tout allait, on se voyait 2 fois par semaine, enfin voilà, tout était vraiment réglé comme du papier à musique. En province, on se retrouve face à un désert médical absolument abominable, où il n'y a pas d'accès aux soins. Il n'y a que des accès dans les CMP, il y a des mois et des mois d'attente pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Les psychiatres ne prennent pas en consultation, en province, en tout cas dans ma province, ils ne prennent pas en consultation. Ils ne prennent que pour des actes médicaux et des renouvellements d'ordonnances, qui souvent d'ailleurs sont effectués par le médecin traitant. Donc voilà, là j'ai eu un moment de panique un peu en me disant ah oui mais en fait ici c'est pas si facile et si j'ai envie de reprendre bah finalement ça va peut-être être plus compliqué que prévu. Je tombe enceinte, avec le père de mon fils ça n'allait pas du tout, on a pris la décision de se séparer, enfin j'ai pris la décision de partir et du coup je me retrouve enceinte, seule en province, bon certes très bien entourée avec des amis qui sont très très présents et tout ça, mais dans une situation quand même un petit peu délicate où je me dis en fait c'est ça ma vie quoi. Avec le père de mon fils au début ça se passe pas très très bien, on s'engueule encore beaucoup, l'investissement dans ma vie de femme enceinte n'est pas celui que j'attendais, même en étant séparée, l'investissement auprès de son fils quand il naît n'est pas ça non plus. Voilà, donc c'est beaucoup de combats que j'ai l'impression de devoir mener absolument pour que ça existe, pour qu'il soit un père pour cet enfant, pour qu'il s'investisse et pour qu'il soit là pour nous aussi, à s'investir et à être présent pour son fils et on retrouve un petit peu d'équilibre à ce moment-là, quand bien même on est séparés. Donc cet épisode-là se passe, je reprends le boulot, c'est assez difficile de concilier la vie avec un nourrisson. Il faut savoir que du coup à Paris je travaillais dans les médias et que en province je me retrouve caissière chez Leclerc, voilà, dans des situations assez précaires avec beaucoup de temps de trajet, des horaires pas toujours accommodants par rapport à la crèche, ou voilà. Donc là c'est vrai que son père devient un soutien assez inespéré à ce moment-là. Et j'ai l'impression d'avoir la tête dans le guidon et d'être dans un engrenage qui me dépasse en fait. Et d'un coup je me sens aspirée dans une vie que j'ai l'impression de ne pas choisir, dans une situation qui me fait peur. Est-ce que vraiment c'est ça les 40 prochaines années de ta vie quoi? Enfin, ça me convient pas du tout, je suis très malheureuse à ce moment-là. Là, je sens que je recommence à toucher le fond. Petit à petit, la fatigue en plus avec un nourrisson n'aidant en rien, je commence vraiment à déraper quoi. Alors jamais avec mon fils, jamais quand il est là où je prends l'éducation très à cœur, l'accompagnement de l'enfant, enfin ça devient un de mes sujets de prédilection. Il faut absolument que cet enfant ait tout, qu'il ne manque de rien, que je sois une mère parfaite, voilà. Donc il y avait vraiment quelque chose de très challengeant quand il était là. Et en même temps, dès qu'il n'était plus là parce qu'il était chez son père,
un espèce de lâcher prise total où je sortais plus de mon lit, où je me lavais pas pendant 3 jours, ou enfin voilà, un truc vraiment assez apocalyptique où je ne faisais plus rien quoi. Jusqu'à en fait une crise avec son père où on a eu un gros différend, je me souviens plus le sujet, mais je sais que c'est parti vraiment très 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 fort dans l'engueulade. Et là, je me suis dit en rentrant chez moi, avec mon fils, je pense que là, je vais mourir. Là, ça recommence à revenir en me disant, en fait, je n'ai rien à faire là. Ma vie, c'est de la merde. Tout ce que je vis, c'est de la merde. Donc il faut que ça s'arrête, quoi. Juste, il faut que ça s'arrête. Et en déposant mon fils chez son père, où du coup je fais, parce que du coup j'en avais jamais fait, je fais une première tentative de suicide. Du coup, il a quel âge à ce moment-là? Mon fils a 1 an. 1 an à ce moment-là, ouais. Et du coup, je profite de son absence pour me dire, il va rester chez son père, il va être bien, et moi, du coup, je vais partir. Et j'ai appelé le père de mon fils en lui disant, là, je pense que je vais me tuer, et je sais pas quoi faire. Donc il a appelé les pompiers et je suis partie du coup pour la première fois en province à l'hôpital. Alors même à Paris, j'y avais jamais été, donc je ne connaissais pas les services psychiatriques, je ne savais pas ce que c'était, et je fais du coup connaissance avec le service psychiatrique de l'hôpital de Chartres. Et là, c'est un moment assez difficile pour moi parce que je rencontre un psychiatre. Donc il faut imaginer les urgences, hein. Tu dors dans un couloir, personne n'est pressé de te rencontrer. C'est pas considéré comme une urgence? Pas du tout. Mais l'urgence, elle est très forte à l'intérieur de toi. Ouais. Y a quelque chose de soulageant d'être à l'hôpital parce que je me dis, au moins, je pourrais pas me faire de mal, mais j'attends un peu de savoir qu'est-ce qui va se passer parce que du coup, tout me passe par la tête. Est-ce qu'on va me retirer mon fils? Est-ce que ils vont juger que je suis pas une bonne maman? Enfin voilà, c'était plutôt ce genre de questions qui m'animaient à ce moment-là, plus que comment j'allais être prise en charge. Parce que pour moi, garder un plutôt bon souvenir des psychiatres, je me disais, je vais retrouver quelqu'un qui va me dire, qui va me prendre par la main et qui va me dire, on se voit 2 fois par semaine et vous allez voir, tout va s'arranger. Alors que pas du tout. Je me retrouve dans un bureau, du coup, avec un psychiatre qui me regarde et à qui j'explique la situation, à qui j'explique que ça va pas avec le père de mon fils. Je parle assez facilement, donc du coup, c'est vrai que je commence un peu ma déballe. Et où il me dit non mais en même temps vous faites aucun effort quoi. Et là je me dis et je commence à pleurer en me disant mais en fait pourquoi on me croit pas, pourquoi on m'écoute pas, pourquoi d'un coup ça devient ultra violent en fait. Et il me dit non rentrez chez vous, c'est bon, en gros tout ce qui vous est arrivé il a pas dit que je l'avais bien cherché, mais que ça arrivait dans les couples de s'engueuler, que c'était normal de pas être toujours d'accord et que du coup je pouvais rentrer chez moi et reprendre le cours de ma vie. Alors là, c'était même assez... j'étais tellement en train de pleurer en fait en rentrant de l'hôpital que du coup j'ai eu un accident de voiture. Je suis rentrée dans quelqu'un sur la rocade, voilà, tellement je faisais que de chialer. Et je rentre chez moi et là je me dis en fait ils ont pas compris. Ils n'ont pas compris et si eux ils n'ont pas compris, ça veut dire que personne ne comprendra jamais. Et donc là, je rappelle le père de mon fils en lui disant je reviens de l'hôpital, ça s'est très mal passé, donc je pense que je vais mourir. Voilà, donc je remets ce sujet-là sur le tapis. Il rappelle les pompiers qui reviennent me chercher et qui me ramènent à l'hôpital et je revois un autre psychiatre. L'autre devait être parti. Je vois un autre psychiatre qui m'écoute, toujours d'après moi d'une oreille assez distraite, mais qui écoute en tout cas et qui ne juge pas et qui me remet un traitement. Chose que je n'avais plus depuis plusieurs années. Et là, je me suis sentie un peu soulagée de me dire je sais qu'un traitement peut fonctionner, donc potentiellement ça va aller. Donc je pars avec mon ordonnance, je passe à la pharmacie, je reprends mon traitement et je repars comme ça pendant quelques années en me disant que ça va un peu mieux parce que forcément le traitement est très soutenant et je reprends un peu un cours normal de ma vie, plus équilibré en tout cas, même si ma vie ne me convient toujours pas en fait.
même pour lui que je ne sois pas là parce que je vais lui faire du mal ou je vais pas être à la hauteur de ses attentes d'enfant, ou est-ce que tout simplement c'est un désespoir tel que tu ne penses pas à ce que ça peut créer pour ton fils ou pour les gens qui t'aiment autour. Alors, ça, il faut savoir que c'est une question que j'ai beaucoup eue dans mon entourage, où on m'a dit, enfin, le premier truc que les gens m'ont dit, c'est « t'as pensé à ton fils ?» Alors, évidemment, c'est la première chose à laquelle je pense. Et ça a été même une des seules choses à laquelle j'ai pensé, sachant qu'on ne peut pas déjà penser à grand-chose quand on est dans ces états-là, mais mon cerveau bouillonnait de savoir mon fils, comment allait s'en sortir mon fils, comment allait vivre mon fils sans moi, est-ce que c'était mieux pour lui, je me disais mais non c'est pas mieux pour lui, mais en même temps moi ça va tellement pas, il vaut mieux qu'il soit aimé par d'autres gens, enfin voilà, il y avait vraiment, mon fils était vraiment la question centrale de toutes mes réflexions, à tel point que du coup dans ma dernière tentative de suicide, j'avais organisé avec mes potes, enfin, alors ils étaient pas au courant, mais du coup, moi dans ma tête, et j'avais couché sur le papier comment je voulais que l'organisation se passe pour la garde de mon fils, pour ses anniversaires, pour ses vacances, enfin voilà, pour son éducation, qui allait avoir quel rôle et qui allait faire quoi, enfin voilà, j'avais vraiment tout organisé pour lui. Je faisais des recherches Google sur comment on vit le deuil de sa mère, comment un enfant se remet de la mort de sa mère. Enfin, voilà, c'est-à-dire que j'y mettais de l'énergie pour comprendre quelle allait être sa vie, lui, après ça, après cette perte-là. Donc, et ce que je trouvais, c'est pas du tout plaisir, en fait, forcément. Hein, c'est une épreuve, c'est très difficile. Et j'étais vraiment tiraillée entre mourir parce que à un moment donné on se dit c'est la seule chose qui va me délivrer de ce vide, de ce néant intersidéral qui me pèse au corps, et en même temps on se dit mais en même temps j'ai un petit de 3 ans, il faut que ça aille, il faut que je sois là pour lui, qui va s'occuper de lui, mais qui va enfin voilà, qui va lui apprendre la vie, enfin d'un coup c'est vraiment schizophrénique quoi. Je trouve ça aberrant de dire à une mère ou à un parent qui va pas bien et qui a envie de mourir, oui mais t'as pensé à ton enfant, enfin je veux dire c'est évident que c'est sans lui mettre trop de responsabilité non plus. Je pense que si je suis encore là aujourd'hui dans ces moments là, c'est parce qu'il était là, bien sûr que à 1 million de fois je me suis dit s'il n'avait pas été là ce serait tellement plus simple, je serais déjà morte et on n'en parlerait plus, et voilà, enfin c'est parce qu'il est là que je me disais, que j'ai hésité en fait quoi, c'était ça ma grosse hésitation, c'était putain mon fils quoi. Donc ouais non bien sûr c'est une question à jamais poser à un parent, mais t'as pensé à ton enfant? Non connard, jamais. Un peu de culpabilité ouais voilà c'est ça va déjà ouais. passer, donc ouais. Et comment t'arrives à gérer le fait d'avoir peut-être encore parfois des moments down, alors que tu dois gérer un enfant? On sait qu'en plus un enfant en bas âge ça demande énormément d'énergie, beaucoup de remise en question, beaucoup de disponibilité, faut avoir un mental d'acier quand même pour n'importe qui. Donc comment tu fais pour prendre soin de toi et prendre soin en plus de ton enfant, en plus t'es mère célibataire, donc c'est pas évident quoi. Bah, en fait, je pense que c'était deux choses qui se sont un peu mélangées. C'était cette idée vraiment un peu idéale et idyllique de la parentalité. Moi, du coup, qui ai eu une enfance assez violente, je voulais vraiment beaucoup de communication avec mon fils, une éducation sans violence éducative. Enfin, ça a été vraiment un truc hyper militant pour moi. Et du coup, j'étais aussi pressurisée par cette performance de mère parfaite, où j'étais complètement en train de m'oublier, moi, à 100%.
et où il fallait que je sois mère, même quand il n'était pas là. Il fallait que je sois une mère en permanence, que je vive pour mon enfant, que je respire pour mon enfant, que tout soit pensé pour lui, tout soit pensé en fonction de lui. Et ça, je pense que ça a un peu rajouté un peu de savon sur la pente qui était déjà assez glissante. Et maintenant, je le gère. Je me suis autorisée beaucoup à me reposer sur son père, qui était au courant et qui a pris le relais dans des moments où je me sentais pas, en fait, d'être avec mon fils de la meilleure des façons. Je me suis permis aussi de lâcher du lest sur cette éducation, on va dire, parfaite. Et aujourd'hui, ça va même beaucoup mieux avec lui. C'est-à-dire je suis pas dans l'hyper disponibilité. Je suis disponible, mais je suis plus en abnégation totale vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'il peut attendre. Je m'autorise à faire des choses pour moi, même quand il est là. Voilà, à remettre un peu l'église au milieu du village et à me remettre au centre aussi de ma propre vie, même quand il est là. Je reconnais aussi on va dire les drapeaux rouges d'une petite descente, donc je me surveille aussi, je fais attention. J'accepte de demander de l'aide aussi quand ça va vraiment pas, ou avant que ça n'aille vraiment pas. Donc pareil, soutien du papa, des amis, voilà, quand j'ai besoin de passer un peu de temps pour moi. Mais ça arrive de moins en moins parce que du coup, les ressources avec ma psy aussi, du coup, ça aide énormément. Tu as l'impression que tu peux parler des problèmes psychiques avec tes proches? Est-ce que tu as une écoute bienveillante et utile? Oui et non, parce que après mon hospitalisation, parce que du coup j'ai été hospitalisée, là ça a été un peu la double peine, parce que venant d'amis même très 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 proches, à qui j'ai expliqué la situation, et voilà, enfin j'ai eu des réactions vraiment diverses et variées, et c'est là où je me suis rendu compte vraiment que dans la souffrance un peu ultime et la perte, la peur de la perte, l'appréhension de la perte, les gens réagissent avec leur histoire à eux, avec leur bagage et leur émotionnel à eux, là où je m'attendais à avoir des réponses beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus pragmatiques, on va dire. Alors que pas du tout, j'ai eu des réponses parfois très violentes de gens que j'aime encore beaucoup, mais qui du coup étaient eux-mêmes dans la peur de la perte. Donc du coup, ça brouillait un peu les pistes et ça brouillait les cartes. Et donc oui et non. Je dirais que moi, je m'autorise à en parler. Après, les réponses que j'ai, j'autorise aussi qu'elles soient pas forcément celles que j'attends. La violence de la perte, tu veux dire que tu as des gens donc, qui ont appris que tu avais tenté du coup de te suicider. Ouais. Donc tu as été hospitalisée ensuite et donc tu parles de colère envers toi ou de... Ouais, c'est quoi la violence? Ouais, la violence justement de ces réflexions de est-ce que tu as pensé à ton fils, ou tu penses pas à nous, ou et nous dans tout ça, ou enfin voilà, des trucs très auto-centrés finalement, où j'entends la peur de la perte, mais fondamentalement, moi ça m'aide pas dans mon chemin de guérison, et même des super copines, une super copine à qui j'ai dit ça et qui m'a dit bah j'espère que ça va aller, par texto quoi. Enfin donc voilà, on se dit bah merde, euh, j'ai compris que chacun faisait comme il pouvait. Il y en a qui vont avoir envie de prendre énormément de recul et qui du coup vont s'éloigner. Il y en a qui au contraire vont se surinvestir. Il y en a qui... Enfin voilà, il y a eu autant de réactions que de personnes en fait. Voilà. C'est ce que je retiens. Quelle aurait été la bonne réaction selon toi? La bonne réaction selon moi, ça aurait été de débarquer chez moi. Et de me dire je vais te faire à bouffer, je vais te laver, enfin voilà.
Et là, pendant je sais pas combien de temps, je vais être là et je vais m'occuper de toi, quoi. Enfin, vraiment, c'était ce truc de solitude ultime, même si les gens essayaient de passer, même si... en fait, dans ces moments-là, on se dit toujours, je vais déranger. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Les gens ont leur vie, la vie des gens est assez speed comme ça. Je vais pas aller... venir avec mon problème et qui mettent tout sur pause pour venir m'aider. Enfin, voilà. Et pour autant, c'est de ça dont j'aurais eu besoin. J'aurais eu besoin de quelqu'un mettre tout sur pause pour venir m'aider et pour venir parler avec moi, me faire à bouffer, me foutre dans la douche. Enfin voilà, juste garder un lien de vie en fait. Voilà, un lien de vie quoi. Ton fils, donc de 5 ans, Oui. n'est pas au courant de tout ça. Non. Enfin, oui et non. En fait, j'ai été hospitalisée pendant 1 mois. Donc forcément, pendant 1 mois, on ne s'est pas vu parce que du coup, la psychiatre était contre les visites des enfants. C'est vrai que c'est un environnement qui est quand même particulier. Donc on se passait des coups de fil tous les jours, mais je me suis quand même moi j'ai une envie de transparence avec mon gamin sans lui expliquer tout le pourquoi du comment, mais il savait que j'étais malade, que j'étais à l'hôpital, que ça allait aller mieux et que j'allais sortir et qu'on allait se retrouver. Ça c'était le discours de base. Oui, c'est que tu étais malade. Ouais. Mais si jamais, plus grand, un jour, il te pose la question, s'il apprend qu'il y a eu tentative de suicide quand il était petit, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu lui dirais ? Je pense que je lui dirais, oui, de toute façon, s'il l'apprend, d'une façon ou d'une autre, je veux dire, je vais pas lui mentir, hein, oui, c'est vrai, ça c'est arrivé, et tout en lui expliquant bien, alors après, est-ce que je l'envoie pour 10 piges en thérapie ou pas, je sais pas, mais tout en lui expliquant bien que c'est indépendant de lui, que c'est vraiment quelque chose, c'est une maladie, voilà, que c'est indépendant de lui, sa présence ou son absence, mais que pas une seconde j'ai arrêté de penser à lui. Et que c'est quelque chose d'ingérable en fait, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on a la main, et voilà, donc oui, je pense que je lui dirais, ouais. Et maintenant que tu es dans une phase super positive de ta vie, que tu vas super bien, est-ce que finalement, le fait d'avoir survécu et le fait de t'être remise, t'as changé beaucoup de choses dans ta vie, que t'as remis à plat, etc. Est-ce que finalement, tu te dis pas que ces épisodes-là que t'as eus t'ont rendue finalement plus forte ? Non. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme quelque chose qui me rendrait plus forte. Je vois ça comme quelque chose qui a accéléré le processus. Parce qu'il y avait urgence à aller mieux. Il y avait urgence à me sortir de ce trou noir, quoi. Voilà. Plus comme un accélérateur. Aujourd'hui, avec le recul, ce qui aurait pu changer pour moi, c'est de récupérer ma responsabilité. J'avais vraiment, à l'époque, et depuis que je suis toute petite, quelque chose de l'ordre de la victimisation. De tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance, c'est terrible, c'est pas de ma faute, même si bien évidemment c'est pas de ma faute, mais dans le sens où, adulte, je me disais, c'est de la faute de mes parents, c'est à cause d'eux que tout va mal, ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas été là, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, et du coup, à me reposer beaucoup sur les autres, à dire beaucoup que ça n'allait pas autour de moi, à dire beaucoup non, je suis pas très bien, je suis malheureuse, voilà. Alors qu'aujourd'hui, je redeviens actrice en fait de mon bonheur, de ma sécurité, de mon bien-être. Je ne fais plus reposer ça sur un compagnon, sur des amis, voilà, même si j'adore mon entourage et j'adore les gens que je fréquente, je ne leur fais plus porter cette responsabilité que moi j'aille bien. Voilà. Donc c'est-à-dire que je reprends vraiment les rênes de
ma sécurité, mon bonheur, mon bien-être, etc. Et du coup, je ne le fais plus porter aux autres. Et ça a été vraiment la libération. La libération, ouais. Pourquoi c'est tabou finalement tous les problèmes, parce qu'il y en a plein, des problèmes psychiques autres que la dépression. Pourquoi c'est tabou? Moi, de mon point de vue, je pense que c'est tabou parce que ça fait peur. Je pense que c'est tabou parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues autour des maladies mentales. On entend un fou à tirer sur des gens. Dès qu'on pense à maladie mentale, on pense tout de suite à des actions violentes, à des agressions, à des choses très 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 négatives. Il faut savoir que la plupart des gens dépressifs ou la plupart des gens avec des maladies mentales sont déjà d'abord un danger pour eux-mêmes avant d'être un danger pour les autres. Donc c'est vrai que je pense qu'on manque aussi de reconnaissance des symptômes. Combien de fois on m'a dit prends-toi en main, relève-toi, redresse la pente, bouge-toi, fais du sport, et tu verras, va 2 fois par semaine à la piscine et ça va aller. Enfin, je veux dire, il y a même quelqu'un qui m'a dit, oh là là, qu'est-ce que tu manques de lyrisme. Enfin voilà, l'air de dire, fais de ta vie un rêve et tu verras, ça va aller. Enfin voilà, mais vraiment des trucs hallucinants. Oui, en fait, il suffit juste de se mettre un coup de pied au cul et ça va aller. Bah non, en fait, non, c'est tout de suite la culpabilité, tout de suite t'es pas venu bosser, tout de suite tu t'es pas occupé de ton gamin, tout de suite tu t'es pas lavé depuis 3 jours, c'est inadmissible. Enfin voilà, il y a quelque chose de très inconcevable dans la maladie mentale elle-même, finalement, pour les hommes comme pour les femmes. Mais je pense que c'est pas pour les mêmes raisons qu'on s'autorise pas. On manque de connaissances sur la maladie mentale, sur le processus de cette maladie mentale, sur de comment on en sort, sur de quel soutien il faut à ce moment-là. Voilà, c'est encore trop méconnu, en fait. Je pense que c'est vraiment la peur. Et puis finalement, la maladie mentale, ça peut toucher tout le monde. Donc je pense qu'il y a ce truc aussi de une maladie, ça s'attrape. Et donc forcément, on côtoie des personnes dépressives. Donc forcément, ça veut dire que nous, on va devenir dépressif. Ça veut dire que forcément, nous aussi, on va aller mal. Non, enfin, je veux dire, la dépression, ça peut être très ténu dans des tout petits aspects de la vie ou vraiment prendre énormément de place et arriver jusqu'aux pensées suicidaires et au suicide. Donc en fait, quelque part, il y a énormément de gens en effet avec un fond dépressif et qui n'en ont même pas conscience en fait. Ah oui, mais c'est un handicap invisible. Exactement. Parce que quand on est dans des phases de dépression, en effet, on peut rien faire, on peut pas se lever, on peut pas aller travailler, on peut pas manger, on peut pas s'occuper de ses enfants, on peut rien faire. Donc c'est très handicapant, ouais, en effet. Est-ce que tu crois qu'il y a une différence d'approche pour les hommes dépressifs, enfin envers les hommes dépressifs et les femmes dépressives? Je pense que les hommes s'autorisent encore moins que les femmes à aller mal. Il y a cette idée très patriarcale du mal qui va bien, qui gère sa vie, qui est fort, l'homme est fort, les petits garçons, on leur dit ne pleure pas. Voilà, enfin c'est très présent, les hommes n'ont pas le droit d'aller mal. Et en même temps, c'est la maladie mentale qui est interdite. C'est-à-dire que même pour une femme, il y a un côté très culpabilisant sur les maladies mentales au lieu d'être accompagnant en fait. Je reprends à ce que tu disais avec ce médecin qui te dit en gros vous faites pas d'efforts. Ouais. C'est quand même hallucinant. Ouais. Mais je me suis même posé la question, même encore aujourd'hui, de est-ce que j'aurais pas dû dénoncer ça en fait. Bon, alors dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, c'était le cadet de mes soucis, mais en effet c'était très grave. La façon dont j'ai été reçue ce jour-là était très grave. Oui, parce que tu vois, ça me fait penser un peu à cette image que les femmes ont un peu d'hystérique, de femmelette, tu vois, de chochotte. Oui. C'est quand même attaché aux femmes, alors qu'on est quand même capable d'écarteler notre corps pour faire passer un enfant et en serrant les dents et subir des douleurs de règles tous les mois, etc. De subir bien des choses en silence. Du coup, je me demande quand même si dans les maladies mentales où tu viens te plaindre
d'un état où voilà, ça va pas, t'y arrives pas, etc. Machin. Est-ce que finalement, tu vois, je me demande si t'aurais été traité pareil si t'avais été un homme. Je sais pas, parce que finalement, je connais pas ce psychiatre et je sais pas comment il travaille ou comment il fonctionne. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal que j'ai jamais recroisé sa route. Potentiellement, je sais pas comment un homme est accueilli dans sa douleur, mais en tout cas, ou dans sa dépression, mais l'accueil est catastrophique. C'est-à-dire que quand on va chez le médecin en disant je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à me lever, j'arrive plus à me doucher, c'est déjà beau d'arriver jusque chez le médecin, donc je trouve ça déjà très courageux, et il faut le noter, mais du coup l'accueil c'est reposez-vous, ou je vous arrête pendant une semaine, enfin du coup ça règle pas le problème de fond en fait, c'est-à-dire que pourquoi un état dépressif n'est pas nommé comme tel, pourquoi un état dépressif n'est pas pris en charge comme un état dépressif et qu'on va plus penser à du surmenage, à un peu de fatigue, à oui mais de toute façon comme elle est mère de famille, bah, c'est normal parce que les enfants ils dorment pas et c'est compliqué. Bah non en fait, c'est bien plus grave que ça en fait. C'est bien plus grave que 2 semaines de sommeil de retard quoi. Les hôpitaux psychiatriques, ça a quand même pas l'air d'être l'endroit le plus accueillant Alors il y a quand même deux types d'hôpitaux parce que enfin moi en tout cas je suis passée par l'hôpital, les urgences psychiatriques donc qui sont au sein d'un hôpital classique où là en effet c'est un peu catastrophique parce que du coup si on n'est pas dans, dans quelque chose de très diagnosticable facilement, c'est-à-dire enfin facilement, rien n'est diagnosticable facilement, mais en tout cas dans des trucs reconnus tels que la schizophrénie, la bipolarité, voilà, ou des troubles anxieux ou des choses comme ça, on n'est pas pris en charge en fait, pas du tout, mais, ou en tout cas dans un état d'urgence parce que ce sont les urgences psychiatriques. Et du coup, une fois qu'on est reconnu en état d'urgence, comme la dernière fois, du coup, je suis passée aux urgences psychiatriques, et où ensuite j'ai été hospitalisée, là, dans une institution qui fait partie de l'hôpital, mais qui est une unité psychiatrique à part entière, euh, pour les états dépressifs. Donc il y avait dans mon bâtiment état dépressif et troubles alimentaires. Dans un autre bâtiment, il y avait les addictions. Enfin voilà, du coup, on est un peu plus orienté en fonction de son trouble et de sa maladie. Donc ouais, mais bon, c'est sûr que ça manque cruellement de prise en charge et j'ai dû quand même y aller 4 fois avant d'être vraiment prise en charge et hospitalisée pendant un mois. Donc 4 urgences psychiatriques pour une hospitalisation. Donc ouais, c'est quand même un peu beaucoup. C'est un peu long. Ouais. Et tout ça sur 2 ans. Donc ouais, le parcours est un peu long. Est-ce que parfois tu te sens mère indigne? Ouais. Ouais, je me sens mère indigne dans le sens où j'ai mon fils en garde alternée une semaine sur 2 et que j'aime mon fils d'amour et j'adore les moments qu'on passe ensemble et j'adore également les moments où il n'est pas là. Du coup, ouais, parfois je me sens un peu mère indigne d'être un peu contente qu'il soit pas là, quoi. Cet épisode a été monté et produit par moi-même sur mon canapé quand l'enfant était couché. Merci à Mookie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et mettre des commentaires et des petites étoiles. Écrivez-nous sur Insta ou Facebook. On se retrouve bientôt pour un nouveau dîner de mères indignes. Vive les mères, non parfaites, pleines d'amour et de doute. À bientôt.